Singapour, décembre 2020, les autorités sanitaires autorisent un restaurant à servir des nuggets faits à partir de viande de poulet. Du poulet d'un nouveau genre, cultivé dans des bioréacteurs en laboratoire et développé par la start-up californienne Eat Just. Des dizaines de start-up à travers le monde travaillent sur des projets de viande artificielle, mais jusque-là, la production était restée purement expérimentale. Alors, certains se souviennent peut-être du Frankensteak présenté au grand public à Londres il y a 8 ans. Le premier steak in vitro composé de bandelettes de muscles, agrémenté de poudre d'œuf, de chapelure, de sel et pour la couleur, du jus de betterave et du safran. Alors, l'histoire ne dit pas qui a fini par savourer ce Frankensteak, mais en 8 ans, la viande de culture a fait du chemin et semble n'avoir jamais été aussi près de rejoindre nos assiettes. Une alternative à la viande dite classique qui fascine autant qu'elle interroge. Pour en parler, en débattre, je reçois aujourd'hui Nathalie Roland. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association Agriculture Cellulaire France. C'est un collectif qui a pour vocation d'informer, d'alimenter la réflexion autour de l'agriculture cellulaire en France. Oui, c'est ça. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous avons aussi à distance Jean-François Auquette. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous êtes spécialiste de la biologie musculaire. Alors, on va le rappeler rapidement, mais l'INRAE est né de la fusion entre l'INRA et l'IRSTEA, c'est ça ? Absolument, tout à fait. Voilà, début 2020. Et donc, c'est un organisme de recherche qui étudie les relations entre agriculture, environnement et alimentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, Nathalie Roland, comment on cultive de la viande en laboratoire ? Alors le process est assez simple et l'idée c'est de recréer le processus qui se passe en fait naturellement dans le corps d'un animal pour obtenir de la viande, mais de recréer ce processus dans une machine, donc dans un bioréacteur. On part de cellules animales et on leur donne tous les nutriments, les choses dont elles ont besoin pour se développer. On voit d'ailleurs à l'écran le processus. Donc on part d'une vache. Voilà, on prélève des cellules. Ça peut être une vache ou toutes sortes d'animaux. On prélève des cellules qui sont mises dans un bioréacteur avec différents nutriments et on va obtenir des produits à la fin donc plus ou moins complexes. On peut cultiver notamment différents types de cellules, des cellules de muscles, de graisse, de tissus conjonctifs. Et l'idée maintenant, c'est d'aller vers des produits de plus en plus complexes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce bioréacteur ? On a une multiplication des cellules. Voilà. Est-ce qu'on utilise des hormones particulières, des choses externes qu'on ajoute, justement pour que le processus soit, j'imagine, accéléré ? Alors, pas accéléré, mais en fait, qui se produisent de la même façon qu'ils se produisent dans le corps d'un animal. Donc, on va mettre, par exemple, des facteurs de croissance pour que les cellules puissent faire ce qu'elles doivent faire en tant que cellules. Mais en fait, vraiment, on reproduit vraiment le processus naturel qui existe dans le corps d'un animal et en fait, c'est tout. On cherche simplement à répliquer ce processus naturel. Dès lors qu'on prélève une cellule sur un animal, combien de temps jusqu'à obtenir un steak ? Alors ça peut aller très vite. C'est une courbe exponentielle, donc ça peut se passer vraiment. Par rapport à un animal où là il va falloir attendre qu'il grandisse de nombreux mois. Là, ça peut aller vraiment très vite en quelques semaines, en fonction des quantités qu'on veut produire. Mais c'est un process qui pourra aller beaucoup plus vite que, on va dire, la méthode de l'élevage. Jean-François Auquette, la matière que l'on obtient une fois passées ces cellules dans un bioréacteur, est-ce qu'on peut appeler ça techniquement de la viande ? Oui, moi j'appelle ça des fibres musculaires en culture. Alors le tissu musculaire est quelque chose de très compliqué. Il est fait de fibres musculaires qui sont entourées d'une trame conjonctive. Et dans cette trame conjonctive, on va trouver des cellules de matière grasse, des vaisseaux sanguins. On va trouver également des nerfs. Et le tout est organisé de façon assez complexe, comme l'a dit Nathalie, in vivo sur l'animal. Et avec ce processus, on peut reproduire relativement bien des fibres musculaires, mais c'est plus compliqué de reproduire le tissu musculaire dans sa complexité. Et puis par ailleurs, il y a une grande différence entre la notion de muscle et la notion de viande. C'est exactement la même différence qu'il y a entre, on va dire, du jus de raisin et du vin, ou entre du lait et du fromage. Il y a besoin d'une période de transformation, d'affinage, on appelle ça la maturation. La maturation, c'est la transformation du muscle en viande. Et cette maturation a fait l'objet
de nombreuses études par les chercheurs. C'est un processus compliqué avec une baisse du pH, une mobilisation du glycogène, des enzymes qui se mettent en route et qui attendrissent la viande et qui lui donnent, qui attendrissent le muscle de départ quelque part et qui lui donnent aussi du goût. Donc il ne viendrait pas à l'idée de celui qui vendange d'appeler son produit qui est du jus de raisin, de l'appeler vin. De la même façon, il ne vient pas à l'idée de celui qui produit du muscle d'appeler muscle viande. C'est pour ça que le boucher fait une grande distinction entre le muscle qu'il récupère sur un animal et la viande qu'il vend à la fin. Donc selon vous, Nathalie Roland, est-ce que finalement le produit qu'on obtient en fin de processus en laboratoire, est-ce que ça équivaut, selon vous, à de la viande qu'on aurait traditionnellement en tuant l'animal ? On essaye de se rapprocher vers ça. Après, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que ce sont quand même des projets qui avancent réellement depuis peu de temps, finalement. Parce que justement, quelles évolutions dans le processus ? Je parlais du Frankensteak il y a 8 ans, donc 2013, présenté à Londres. Est-ce qu'il y a eu des... Enfin, le processus évolue chaque jour finalement. Oui, alors en 2013, donc c'était le professeur Marc Post qui avait fait, en fait c'était une preuve de concept, vraiment très très basique, c'était pour montrer que c'était possible, le montrer, mais c'était très très basique, il n'y avait que des cellules de muscles, et là, depuis effectivement, c'est en train vraiment d'avancer grandement depuis, mais 2-3 ans, ça fait 2-3 ans que ça avance, et voilà, comme on l'a expliqué, c'est quand même complexe de développer tout ça, donc il faut le temps, il faut quand même les moyens pour avancer vers des produits de plus en plus complexes, mais on peut penser par exemple dans un premier temps, ce sera plutôt de la viande hachée qu'on pourra trouver de disponible, disons en premier, parce que c'est ce qui sera oui, on ne peut pas avoir toutes les pièces de viande telles que l'onglet. Alors ça, j'ai envie de dire, il faudra voir avec le temps ce qu'on sera capable de faire, ce que les scientifiques seront capables de faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des produits en développement. En général, ça reste plutôt de la viande hachée. Ça va être des burgers, des nuggets, des choses comme ça, des saucisses. Après, il faudra voir justement jusqu'à où les scientifiques sont capables d'aller, quel niveau de complexité on va être capable de recréer. Jean-François Auquette parlait de goût. Est-ce que ça a le même goût finalement ? Est-ce qu'on arrive à reproduire à l'identique le goût d'un steak, d'un nuggets ou d'une saucisse traditionnelle ? Là, encore une fois, c'est le but. Après, alors les seules personnes qui peuvent juger, ce sont les quelques personnes qui ont pu goûter les produits en développement, donc il n'y en a pas beaucoup. Elles ont l'air d'être plutôt satisfaites. Mais là, pour le coup, vraiment, les futurs consommateurs pourront se faire un avis eux-mêmes quand les premiers produits seront disponibles. Donc là, on a travaillé sur du poulet, on travaille sur du bœuf, on travaille aussi sur des œufs, des poissons ? On peut développer différents types de produits animaux. Alors d'un côté, on a de la viande qui est faite par culture cellulaire, et de l'autre côté, on a aussi des protéines animales qu'on va par exemple trouver dans le lait, les œufs, même la viande, qui sont faites par fermentation. Donc il y a différents types de produits en développement. On voit des plats qui donnent d'ailleurs très envie. Oui, plutôt. Ça, en fait, c'est important, je trouve, de montrer quand même des images de produits en développement pour que les gens puissent voir à quoi ça va pouvoir ressembler. Alors après, qu'on oublie. C'est de l'alimentation, mais c'est de la cuisine aussi. Donc évidemment, ça doit donner envie. Et le but, c'est quand même de se faire plaisir avec des produits animaux qu'on connaît. C'est vraiment tout l'enjeu des produits de l'agriculture cellulaire. C'est vraiment de donner aux gens des produits qui soient similaires aux produits animaux qu'on connaît, mais qui ont un meilleur impact sur notre société. Je vais vous donner la parole, Jean-François Auquette, mais avant cela, quelles sont les promesses de la viande cultivée ? Pourquoi on se lance dans de telles expérimentations et peut-être à terme une consommation plus de masse. L'idée, c'est plusieurs choses. C'est de pouvoir donner au consommateur ce qu'il veut, c'est-à-dire des produits qui soient similaires, très proches des produits animaux qu'il consomme aujourd'hui, parce qu'on aime ces produits, c'est difficile de s'en passer. Aujourd'hui, il y a des alternatives végétales. Oui, alors le végétal est aussi un petit peu quand même, on va dire le végétal un peu nouvelle génération, on en est aussi au début du végétal nouvelle génération. Il n'y a encore pas beaucoup de produits disponibles. Mais on n'a pas le même goût, on est quand même très très loin. On peut penser que c'est quand même avec les méthodes de l'agriculture cellulaire qu'on pourra arriver le plus près possible des produits animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et l'idée, c'est de développer ces produits en ayant un meilleur impact sur l'environnement, sur les animaux parce qu'il n'y a pas besoin de les tuer, et aussi sur notre santé pour prévenir par exemple les risques de zoonose, les problèmes d'antibiorésistance. Il y aura toutes ces questions-là, mais aussi la question en termes de ressources naturelles, disons que la Terre est limitée, on a des ressources naturelles limitées, et on a une demande en produits animaux qui est en train d'exploser à travers le monde, donc l'élevage n'est pas suffisant, il faut arriver à trouver des solutions complémentaires, donc ça peut être
il y a différentes choses qui se développent, comme par exemple le végétal. Et l'idée, c'est de travailler sur différentes pistes et à la fin de proposer différents produits au consommateur qui pourra choisir ce qu'il préfère. Jean-François Auquette, parmi les alternatives à la viande traditionnelle, est-ce que cette piste de viande cultivée en laboratoire vous semble viable ? Alors, il y a différentes promesses qui ont été présentées par Nathalie, qui concernent l'impact environnemental d'une part, la qualité nutritionnelle et la sécurité sanitaire d'autre part. Donc, au jour d'aujourd'hui, il existe très peu d'articles scientifiques concernant ce qu'on appelle à tort la viande de culture. Nous avons recensé l'année dernière à peu près 320-330 articles scientifiques. Et concernant l'impact environnemental, il n'y a que 3 études dites originales ou primaires qui ont étudié l'impact environnemental. La première, qui date de 10 ans, donne par modélisation un certain avantage à ce qu'on appelle la viande de culture, mais cette première étude a été en partie contredite par une autre étude en 2015 et par une troisième étude en 2019 qui fait bien la différence entre le CO2 et le méthane. En ce qui concerne ces 2 gaz, il faut dire que le méthane est évidemment produit essentiellement par les herbivores, mais il ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Alors qu'au contraire, le CO2 on peut parier que la production de ce qu'on appelle viande cellulaire va générer du CO2. Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucun consensus scientifique pour dire que cette promesse va être tenable ou est réaliste. En ce qui concerne la qualité nutritionnelle, il n'y a aujourd'hui aucune donnée publique, aucun jeu de données publiques qui peut être vérifié par un tiers ou par des tiers qui puissent garantir la valeur nutritionnelle et la sécurité sanitaire du produit. Donc on en est vraiment au tout début. Donc je rejoins complètement Nathalie en disant qu'il faut, entre guillemets, faire feu de tout bois pour nourrir l'humanité. Et il y a un ensemble de solutions qui se présentent à nous. Et il faut mettre les moyens sur les solutions, on va dire, les plus prometteuses ou qui ont le plus de chances de réussir à court terme. Et quelles sont-elles, selon vous, Jean-François Auquette ? Alors, les solutions à court terme qui sont disponibles aujourd'hui, il y a quelque chose sur lesquelles de nombreux instituts de recherche travaillent, comme par exemple la réduction du gaspillage alimentaire qui représente 1/3 de notre production agricole. Donc si on réduit ce gaspillage alimentaire ne serait-ce que de moitié aujourd'hui, on est en capacité potentiellement de nourrir toute la population humaine. Donc on n'a pas besoin d'investir énormément en recherche en tout cas. Il faut s'organiser autrement et avoir une politique de réduction du gaspillage alimentaire. Il y a une autre voie, par exemple, c'est évidemment revisiter les systèmes d'élevage qui, pour certains d'entre eux, mais pas tous, ne sont plus adaptés effectivement aux enjeux d'aujourd'hui concernant la protection de l'environnement, concernant le bien-être animal, la demande sociétale, etc. Donc, de nombreux instituts de recherche travaillent sur l'amélioration de certains systèmes d'élevage pour tendre vers des systèmes d'élevage plus vertueux. Donc, et enfin, il y a une faire évoluer. Allez-y sur la troisième piste. La troisième option, c'est changer nos habitudes alimentaires. À INRAE, nous avons développé des recherches pour observer le comportement alimentaire des Français et détecter les comportements alimentaires les plus vertueux, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan nutritionnel, pour partir d'un régime alimentaire qui existe déjà et qui, avec l'idée de faire évoluer l'ensemble des comportements alimentaires pour tendre vers ces régimes vertueux. Revenons à la viande cultivée en laboratoire, c'est notre sujet aujourd'hui. Bien sûr. La législation européenne aujourd'hui n'autorise pas la commercialisation, contrairement à Singapour. Est-elle amenée à évoluer ? Alors personnellement, moi je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous répondre, bien évidemment, c'est une décision politique, mais en tout cas ça rentre dans la catégorie des novel foods. Donc c'est un nouvel aliment. Donc il va falloir que les startups fassent la démonstration que le produit est sûr du point de vue sanitaire, du point de vue nutritionnel, qu'il n'entraîne pas de problèmes éventuels sur la santé humaine, que ce soit à court terme et surtout sur le long terme.
Et donc, il va falloir étudier l'ensemble des facteurs du processus. Alors, par exemple, dans le milieu de culture, comme l'a dit Nathalie, il faut rajouter des facteurs de croissance et des hormones. Donc, je rappelle que l'utilisation des facteurs de croissance et des hormones en élevage conventionnel est interdite dans l'Union européenne, même si ces hormones et ces facteurs de croissance ont exactement la même composition et sont identiques aux hormones naturelles. Donc, comme ça, il y a des... Jean-François Auquette, ça nous fait penser aux OGM. Alors, effectivement, quand on interroge les consommateurs potentiels, il y a certaines craintes, au moins pour une partie d'entre eux, concernant le caractère artificiel du produit. On a l'impression que, en fait, dans les laboratoires où on joue aux apprentis sorciers, ça fait peur. Les OGM, depuis 2008, ne sont pas... Il n'y a pas de commercialisation. Oui, alors, voilà, tout à fait. Là, on ne manipule pas du matériel génétique, mais il y a de la manipulation, tout de même. On peut comprendre les réticences. Oui, exactement. Alors, je pense que Nathalie sera d'accord avec moi. Le principe de base ne repose pas sur une manipulation génétique, comme vous l'avez dit, mais effectivement, le fait que le produit soit préparé en laboratoire ou dans des incubateurs géants, c'est-à-dire de façon complètement artificielle, ça pose évidemment question pour le consommateur qui aujourd'hui réclame une alimentation naturelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation naturelle? C'est une alimentation où l'homme n'est pas là pour ajouter des ingrédients et des facteurs exogènes au processus naturel. Alors les Français ne sont pas forcément prêts, Nathalie Roland. Bruxelles n'a pas encore octroyé la mise sur le marché. Il faut faire la demande en fait. L'autorisation. Il faut faire la demande. Mais déjà en avril 2021, l'Assemblée nationale a voté un nouvel article dans le cadre de la loi climat interdisant la viande cultivée dans les cantines. C'est pas encore commercialisé et on l'interdit dans les cantines. Oui. Il y a aussi ce tweet que vous allez voir s'afficher à l'écran de Julien de Normandie. Est-ce vraiment cela la société que nous voulons pour nos enfants? Moi, non. Je le dis clairement, la viande vient du vivant, pas des laboratoires. Comptez sur moi pour qu'en France, la viande reste naturelle et jamais artificielle. Tweet du ministre de l'Agriculture. Votre réaction à ce tweet, à cet engagement? Alors je sais que ça a fait réagir même au-delà de la France et que voilà, à l'étranger on s'est dit que c'était assez surprenant quand même une telle réaction parce que c'est pas du tout ce qui se passe dans les autres pays. Il y a plutôt un engouement au niveau de voilà des entreprises qui naissent, qui ont de plus en plus de financement, de la recherche publique qui se développe et qui elle aussi a des financements à l'étranger. Donc ça a plutôt surpris et les gens voilà se sont dit mais pourquoi est-ce que la France interdit cette viande qui est en plus quand même pas du tout voilà, n'est pas commercialisée aujourd'hui, elle n'est pas encore prête. Donc ça peut paraître surprenant. Bon, nous n'étions pas forcément très très étonnés. Puis il y a vraiment le côté une viande naturelle, mais enfin, est-ce que c'est de la naïveté? Mais la viande aujourd'hui, ça fait quand même bien longtemps qu'elle n'est plus naturelle et qu'il y a de la technologie à tous les niveaux pour rendre l'élevage le plus performant possible. Et tous les produits alimentaires qui nous entourent, l'homme a mis sa main dedans pour rendre les choses les plus efficaces possibles. La nourriture qui nous entoure n'est pas naturelle, à moins qu'on mange une pomme dans dans la nature directement. Enfin, les produits alimentaires qui nous entourent, c'est développé dans des laboratoires. Il y a la biochimie qui a la cuisine, c'est aussi la chimie. Faut juste expliquer les choses simplement. Et après, de toute façon, on sait aujourd'hui, mais enfin, en fonction des études, il y a des gens intéressés par ces produits. Chacun pourra consommer ou pas. C'est vraiment nous l'idée. On a aussi fondé notre association pour que les gens qui sont intéressés puissent consommer ces produits. Voilà, pour que ceux qui sont intéressés par ça, par les bénéfices potentiels de ces produits, puissent avoir accès. Avant de clore ce débat, il y a deux questions qui sont fondamentales. Celle du prix, d'une part. Bon, c'est vrai qu'on est à un stade expérimental, mais on sait que les recherches coûtent énormément d'argent. Et puis il y a aussi ce lien avec le monde agricole. Demain, Jean-François Auquette, un éleveur, il fera quoi? Alors, effectivement, c'est une question. Et je pense que les consommateurs français sont très soucieux de cela. Que fera l'éleveur demain?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nathalie, c'est-à-dire qu'on trouve des personnes qui soutiennent la viande, ce qu'on appelle la viande de culture, ou qui la rejettent, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que la communauté scientifique est très divisée, notamment en Australie ou aux États-Unis. Il y a des chercheurs qui ont écrit des articles en expliquant les limites de ce processus, comme on vient de le discuter. Donc, il n'y a pas complètement une opposition entre la France et les autres pays. Et sur Ceci la question dit, c'est vrai. du monde agricole demain, Alors c'est vrai que la France est très attachée au monde agricole, à la culture gastronomique, à l'histoire gastronomique des produits, etc., et, y compris au mode culinaire et à toutes ces choses-là. Donc les raisons de rejet ou d'acceptation sont différentes suivant les pays. Le mot de la fin, Nathalie Roland. Je voudrais sur juste... ces réticences, effectivement, mais des réticences, oui. De lien peut-être avec l'animal. Il y en a, mais alors des réticences, effectivement, comme voilà, le ministre de l'Agriculture, ça, on l'a vu qu'en France. Mais par contre, je pense qu'il faut dire quand même, c'est que ça avance vraiment vite en ce moment partout ailleurs et que la France est en train de prendre du retard, notamment au niveau de la recherche publique. Donc, si on veut avoir notre place dans ce secteur en plein boom, c'est maintenant. Là, c'est... Voilà, il ne faut pas prendre du retard. Oui, voilà, parce que vraiment, ça avance vraiment de plus en plus chaque jour. On a des nouvelles qui arrivent. Ça avance vraiment. Il y a vraiment des gouvernements qui vont tout faire pour que ça accélérer encore les choses. Donc voilà, si la France veut avoir un peu son rôle là-dedans, voilà, son rôle à jouer, c'est maintenant. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas tout aujourd'hui de l'impact de ces produits qu'il faut ne pas y aller. Justement, il faut se mettre dedans, comme ça on saura de quoi on parle et on pourra justement naviguer à travers les différentes pistes et trouver, sélectionner les meilleurs. Et disons, nous, l'idée, c'est de dire essayons, puisque les bénéfices potentiels ont l'air très prometteurs. Merci à tous les deux. Merci à vous, Jean-François Auquette, directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste de la biologie musculaire. Merci beaucoup. Et merci à vous, Nathalie Roland, cofondatrice de l'association Agriculture Cellulaire France. Tout de suite, coup de projecteur sur une plateforme qui entend bien mettre en relation restaurateurs et consommateurs responsables. Des plats 100% veggie, vegan et éthiques livrés chez vous. Cette plateforme s'appelle Eatic et c'est notre nouvelle recette de la semaine.